BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, et merci d'être là. Bienvenue à Barcelone, au Mobile World Congress, ce grand salon dédié à la téléphonie mobile que nous vous proposons de suivre, bien sûr, chaque année depuis pas mal de temps d'ailleurs. Très heureux d'être là en ce lundi soir avec évidemment toute l'actualité des télécoms. Dans un instant, on va débriefer les actus, les premières tendances de ce salon avec Jérôme Colombin et Frédéric Simotel. On va beaucoup parler de smartphones, bien sûr. Le patron de Honor sera avec nous, ou plus précisément le directeur marketing. Honor qui a sorti un appareil étonnant, le Roborock. Vous verrez, c'est assez amusant. Et puis, on évoquera la connectivité par satellite avec à la fois un porte-parole d'Orange, Bruno Zerbib, qui est le directeur d'innovation ici, mais aussi le patron de Telsat, Jean-François Fallacher, qui nous expliquera la stratégie de cet opérateur satellite européen. On parle aussi beaucoup de souveraineté ici à Barcelone. Un grand merci d'être là et bienvenue pour ce Tech & Co depuis le MWC. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, donc pour débuter cette semaine, nous sommes ici à Barcelone, sur le stand d'Orange. Comme chaque année, on remercie d'ailleurs notre partenaire Orange de nous accueillir. C'est vrai qu'on est bien ici et on sera là aussi demain de Tech & Co, spécial télécom, tout l'environnement des télécoms qu'on vous fait vivre chaque année pour cette édition 2026 qui s'annonce passionnante. Et pendant cette première demi-heure, je vous propose de débriefer les premières annonces de ce salon qui vient d'ouvrir avec Jérôme Colombin qui est là. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Mon ami podcasteur Jérôme Colombin, journaliste et créateur de ce podcast Monde Numérique que vous pouvez écouter et regarder bien sûr. Là tu as déployé tous les moyens pour... Toutes les équipes sont là. Toutes les équipes sont là, dont toi en particulier, oui, bien sûr. Pour évidemment couvrir ce salon. Et puis Frédéric Simotel, salut Fred. Salut François, salut à tous. Voilà, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Tu seras là aussi pour Tech & Co Business, qui sera diffusé mardi soir. Mardi soir, 22h30, ouais. Parce que évidemment, le volet B2B, infrastructure télécom, c'est un gros sujet. On en parlera. Alors, je le disais, je pense que... Alors, déjà le Mobile World Congress, 20e édition ici à Barcelone. C'est un salon qui a commencé en 87 en fait, c'est vieux. À Cannes. Et à Cannes, bien sûr. Le 3 GSM, après ça a été le... Ça a été le GSM World Congress, et après c'est passé le 3 GSM. Voilà, et maintenant le Mobile World Congress à Cannes. Alors pour vous dire, ça s'étend sur des, 6 ou 7 halls, c'est immense, avec la présence de tous les acteurs des télécoms du monde entier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout l'écosystème. Il y a évidemment les constructeurs de smartphones, logique, sauf Apple, ça on le sait. Vous avez après tout l'écosystème télécom et les opérateurs qui sont là aussi en force. D'où notre présence ici sur le stand d'Orange. Et les opérateurs, évidemment les opérateurs chinois, mais on a l'opérateur saoudien, on a les opérateurs du Moyen-Orient. Voilà, on a vraiment aussi tous ces acteurs qui sont là. Et puis, juste dire, Huawei, ils ont un hall à eux tout seuls. Voilà. Juste pour que tout soit clair. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les strates et ça montre bien la réalité de la mobilité aujourd'hui. Donc les opérateurs, les réseaux, les intermédiaires, les services et puis bien sûr les produits, les smartphones, les terminaux. Google est là. Jusqu'aux objets connectés. Google, Accenture, ils sont là. Même les grands cabinets, Microsoft, ils ont des grands stands aussi. Et jusqu'aux robots, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de robots cette année. Parce qu'on a l'impression aussi que ce Mobile World Congress, d'une manière, est un peu le prolongement du CES. On voit souvent... Le complément, moi je dirais. Le complément, mais c'est vrai. Mais souvent, les prémices d'annonces sont après confirmées au Mobile World Congress. Alors même si... l'écart entre les deux n'est pas énorme, puisque de début janvier jusqu'à début mars, il n'y a pas grand-chose. Mais on voit par exemple la tendance des robots qu'on avait vu au CES. Visiblement, elle est là aussi. D'ailleurs, on parlera de pas mal de petits gadgets qui ont été annoncés, là, notamment chez Honor, avec ce robot, ce smartphone robot, le Robophone. On va en parler dans un instant. Mais là, les enjeux, Fred, c'est quoi cette année? Parce qu'on évoque l'IA, bien sûr, dans les téléphones avec évidemment des assistants qui ont plus ou moins du mal d'ailleurs à émerger parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de marketing. Mais pour les infrastructures, dans les infrastructures, l'IA, c'est un vrai sujet. Oui, il y a deux gros sujets pour les opérateurs qui sont présents ici, qui viennent signer de très gros deals. On voit tous les grands patrons sont là, donc ils viennent signer des gros deals avec les distributeurs de smartphones, avec les fabricants, mais aussi pour toute la partie infrastructure, la partie cyber. Et sur la partie IA, on voit que l'IA apporte, on est vraiment en train de franchir une étape
l'IA apporte toute la modernité au réseau pour détecter des anomalies, pour vraiment tout ce qui se faisait parfois par des alertes avec des humains derrière. Et bien tout ça, tout à l'heure on a eu le discours d'ouverture de Christelle Edelman, la patronne d'Orange, qui l'a bien dit. Aujourd'hui, cette IA, ce sont les agents IA qui pilotent un peu ces infrastructures. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec le directeur de l'innovation d'Orange. Et qui vont voir si la qualité de service de bout en bout est maintenue, des interventions automatisées, hein, c'est vraiment le rôle des agents. Et auparavant, on en parlait un peu comme ça, mais ça y est, là on est vraiment rentré dans cette ère des réseaux agentiques. Ça, c'est le premier sujet pour les opérateurs. Le deuxième, évidemment, vous en doutez, en cette période très géopolitique, très compliquée, c'est la souveraineté. Et là, les opérateurs, les acteurs européens viennent montrer qu'ils sont bien là. Ils aimeraient être un peu plus présents. Et donc là, on a de gros enjeux sur la souveraineté. Et les opérateurs essaient de montrer que malgré le fait qu'ils soient qui coopèrent évidemment avec les grands hyperscalers de cloud et tout ça, ils veulent montrer qu'ils ont la maîtrise de leur infrastructure. Montrer à leurs clients que oui, je vous fais passer par du cloud Google, du cloud Amazon, mais c'est moi qui maîtrise tout ça. Et c'est un gros enjeu pour eux autour de ça. Donc, agent IA dans les réseaux pour moderniser l'infrastructure et pour mieux la maintenir et mieux intervenir. Et la partie souveraineté pour montrer qu'on est maître de son infrastructure. C'est vrai que Jérôme, cette année, ce salon est un peu dans un contexte géopolitique assez complexe. Donc forcément, tout ce qui touche à la souveraineté, à la présence européenne dans les technologies est hyper importante. C'est la même problématique que, effectivement, pour toutes les autres facettes du numérique, hein, l'informatique, les services, on n'arrête pas de parler de ça en ce moment. Je crois aussi qu'il y a dans les télécoms, il y a certains enjeux et il y a aussi le constat que tout n'est pas rose et qu'il y a encore du chemin à parcourir, notamment pour la 5G, ce qu'on appelle la 5G standalone, la vraie 5G. Eh bien, apparemment, l'Europe n'a pas atteint ses objectifs aujourd'hui. Hein. Elle est un peu en retard en termes d'équipement, donc c'est ce qu'on va vers un retard qui pourrait être pénalisable à terme. On sait qu'il y a aussi la course qui commence à se faire véritablement dans l'espace, avec les télécoms dans l'espace. Tu as raison, c'est une grosse tendance de la connexion par satellite aujourd'hui. Il y avait pas mal d'annonces d'ailleurs sur des alliances autour des satellites. Bien sûr. Tout à l'heure, on va en parler puisque j'aurai l'un des porte-parole de Skylo qui a passé un accord justement avec Orange pour permettre l'envoi de SMS ou de positions d'urgence quand on n'a pas de réseau. Et là, il y a plein de choses à faire. On n'est pas forcément non plus les plus avancés. Alors que traditionnellement, il faut le rappeler, l'Europe a toujours été hyper bonne sur les télécoms et quasiment meilleure que les Américains. Et même sur l'espace. Sur l'espace, les Américains n'étaient pas mauvais. Pourquoi ce salon a démarré à Cannes, on le disait, parce que le GSM, c'est l'invention européenne au départ. Exactement. L'invention européenne, c'est clair. Montrer tout ça. Alors, évidemment, on va balayer un petit peu toutes les nouveautés. On recevra les porte-paroles de Xiaomi tout à l'heure et demain, mais aussi de Honor, etc. Mais il y a pas mal de nouveautés. J'évoquais tout à l'heure Honor, qui a un immense stand ici, rappelons-le, acteur chinois, qui a fait le show. Alors, évidemment, le show pour attirer un peu le chaland avec des robots qui étaient sur le stand. Mais un produit... mais ils sortent un robot, hein, un robot humanoïde. Un robot humanoïde. Alors bon, il sort... Voilà, il y a 150 boîtes en Chine qui font de la boîte. Je ne sais pas trop. Voilà. C'était 65% des robots présentés au CES qui étaient chinois. C'est dingue. Exactement. Incroyable. Oui, mais celui d'Honor n'a pas l'air foncièrement en deçà par exemple, du Nitri ou autre. Mais d'ailleurs, il ressemble beaucoup à celui du Nitri. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors après, il n'y a rien qui ressemble plus à un robot humanoïde qu'un autre robot humanoïde. Sauf si on parle parfois, il y a des robots humanoïdes un peu féminisés. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais c'est assez intéressant. Et donc, la robotique arrive même dans les smartphones avec le robophone de Honor, qui est l'une des annonces les plus, on va dire, curieuses de ce salon. Alors, c'est un smartphone avec une petite caméra. Quand on appuie sur un bouton, et elle se déplie et ça vous fait une petite tête comme ça, pivotante au-dessus du smartphone. Alors, ça sent quand même un peu le produit taillé pour les salons. Il avait été, je crois, vaguement dévoilé au CES. Là, il est officialisé. Ils annoncent qu'il va sortir au cours du deuxième semestre 2026. Et il y a tout un storytelling autour de ça, justement sur le côté robot. Bon, moi j'avoue que le côté robot, c'est-à-dire sous prétexte qu'il y a vaguement une petite tête qui te suit et qui fait des coucous, je suis un peu perplexe.
Maintenant, il faut saluer quand même l'aspect technologique. C'est pas mal de mettre une toute petite caméra mobile comme ça là-dedans. En fait, c'est un mini gimbal, j'ai l'impression. Exactement. Et alors, ensuite, derrière, c'est les usages. À quoi ça peut servir? Est-ce que vraiment ça peut être utile ou pas? À mon avis, c'est pas un truc véritablement mass market, on va dire. Mais si on imagine, il peut y avoir des utilités. Moi, par exemple, pour les professionnels qui filment, moi j'ai une petite caméra motorisée, stabilisée. Et bien avec ça, on se retrouve avec une caméra stabilisée mécaniquement, ce qui est toujours mieux que les stabilisations optiques qu'il y a dans tous les smartphones aujourd'hui. Et en plus, voilà, gros capteur, je crois, donc pour avoir une très bonne qualité d'image. Et ils se sont associés alors avec une boîte que je ne connaissais pas qui s'appelle ARRI, A2RI, qui est spécialisée dans la technologie d'image à Hollywood, pour justement avoir une qualité d'image supérieure qui se rapproche en fait de l'image professionnelle. Et après, il y a une utilisation toute bête, je trouve, c'est pour faire de la visio. C'est vrai que parfois on a du mal. Moi, quand j'appelle ma mère en visio, elle n'est jamais devant l'écran. Et bien avec ça, en fait, la caméra te suit. Tu n'as qu'à poser le téléphone et la caméra te suit et voilà, ça peut rendre les choses un peu plus conviviales. En fait, ils le disent, ils le dessinent à trois rôles. Le premier rôle, c'est un accueil ou une orientation au magasin. Le deuxième rôle, c'est aller travailler dans des environnements complexes. Mais ça, tu parles du robot humanoïde. Du robot humanoïde, Honor, leur cible aujourd'hui. Ouais, mais là, on parlait du robophone. Ah, du robophone, pardon. Le petit téléphone avec la petite caméra qui est sortie. Je ne vois pas le robophone dans une usine. Non, mais juste après, tu nous parleras des robots de Honor. Mais là, effectivement, vous avez peut-être vu, si vous êtes avec toi à la télé, une petite vidéo qui explique un petit peu les usages. L'idée, c'est de l'accrocher aussi, de le mettre dans la poche de ton blouson ou quoi que ce soit, avec la caméra qui sort. Et ça me fait penser quand même aussi à tous ces objets qui récupèrent de la data pour après la mouliner à l'IA. Tu vois, on se souvient de tous ces petits gadgets qui n'ont pas marché. Et qui sont là pour analyser ton environnement, essayer de capter le maximum d'attention pour résumer après soit ta journée ou après questionner l'IA pour qu'elle puisse te répondre, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ça aussi. Avec un gros frein social quand même pour ce genre avec cette caméra qui te suit tout le temps là. Moi j'attends de voir justement si ce salon va nous dévoiler quelques pendentifs, tu vois, ces objets connectés. J'en ai pas encore vu beaucoup. Moi j'aurais été un constructeur, j'en aurais mis dans tous les badges pour habituer les gens, tu vois. Alors, ça m'aurait coûté un fric fou, parce qu'il y a plus de, je sais pas, il doit y avoir des dizaines de milliers de visiteurs ici. Mais voilà, j'attends de voir sur le salon, comme on est là au premier jour, mais en se promenant, si on voit pas des gens avec ses pendentifs, avec l'ancêtre, enfin le petit-fils du rabbit, ce genre de choses, on va voir si ça fonctionne. Voilà pour Honor, qui a de grosses ambitions aujourd'hui. Honor veut jouer dans la cour des grands. Rappelons que c'est Huawei. C'était le spin-off de Huawei en quelque sorte et qui a réussi à se détacher de Huawei qui était privé évidemment de toutes les innovations occidentales et notamment d'Android et de Google. Et Honor a réussi, lui, à s'occidentaliser en quelque sorte et à rester... C'était malin de la part de Huawei. Ce qui était très malin. Juste un mot pour rester sur Honor. Enfin, je ne sais pas si tu voulais parler de robots humanoïdes. Non, mais vas-y, oui. Non, Honor, donc ils ont présenté un robot humanoïde, comme je le disais, dans trois domaines. Donc pour le compagnonnage assisté, aller dans des environnements un peu complexes, dans des industries nucléaires, ce genre de choses. Ou le troisième, c'est accueillir des clients. Et alors, beaucoup de gens disent, ah oui, mais on ne fait pas de la même façon des portables que l'on fait des robots. Et Honor répond à ça. Oui, mais nous, toute la donnée qu'on a accumulée avec nos utilisateurs, on sait comment il doit se comporter, comment il doit leur répondre et tout ça. Après c'est une histoire de mécanique. Donc, on va voir un peu comment ils veulent se confronter aux géants du secteur, quoi, les Unitree, les Boston Dynamics. Voilà, mais tu as raison, c'est intéressant. C'est un opérateur télécom, enfin pas un opérateur, un fabricant de smartphones qui fait du robot. En Chine, on sait qu'il y en a aussi qui font des voitures. Et en fait, c'est une espèce de triangle magique, quoi. Smartphone, robot, voiture. Et tout ça, eh bien, ce sont des choses qui ont presque un ADN commun aujourd'hui. Mais c'est ça, mais tu as raison. Smartphone, robot, voiture, il y a des capteurs, il y a l'intelligence, tu as la puissance processeur équivalente à un smartphone. L'interface machine. De l'IA partout et de l'IA, comme l'a dit Christian Hellman, de l'IA qui est le moteur de tout ça, en fait. C'est étonnant. Après, il faut rappeler sur les robots humanoïdes où on en est aujourd'hui. Il ne faut pas fantasmer. Moi, je viens d'en croiser encore dans les couloirs. Là, ils sont sagement sur leur présentoir. Ils attendent de partir. En train de se charger. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'à côté, là, accroché au présentoir, tu as la télécommande. En fait, c'est un jouet. C'est un jouet télécommandé. Il y a
qu'il y a très peu d'autonomie sur ces machines aujourd'hui. C'est ce qui manque, c'est l'intelligence artificielle. Le défi à venir, c'est de lui donner un peu de l'intelligence à ce robot pour qu'il puisse s'adapter à son environnement. Ouais. Et ça, on n'en est pas tout de suite. À chaque fois que je pose la question à des experts, c'est pas avant 10 ans. Ils savent pas. Parce il dit 10 ans. Ouais. La mécanique, 5, 10, il y a quand même de la mécanique, ça chauffe. Tu sais, on disait les robots, l'autre jour, je discutais avec un ingénieur du CNRS, il me disait, faut arrêter de dire que le robot, il peut faire des tâches sans cesse. Non, un robot, ça chauffe. Et au bout, alors, un humain, au bout de 3 fois, s'il opère une personne, il sera un peu fatigué. Le robot sera fatigué aussi, mais sera aussi fatigué, plus au bout de 15-20 fois. Mais il ne faut pas oublier que les robots aussi ne reproduisent pas sans cesse indéfiniment. Ils ont aussi de la surchauffe, il faut les charger. S'ils sont rose, quoi, en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Dans l'actu aussi des télécoms, il y a bien évidemment Samsung qui a annoncé son Galaxy S26, alors qui ressemble peu ou prou au S25, qui lui-même ressemblait beaucoup au S24. Ouais, alors j'exagère. On ne peut pas leur en vouloir. Non. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses nouvelles sympas quand même. Oui. Là, ils ont bien, ils se font bien remarquer avec ce système d'écran de confidentialité. Privacy display, ouais. Voilà, c'est un système pour éviter qu'on regarde ce qu'il y a sur votre écran, par-dessus votre épaule ou sur le côté. Ouais. Alors c'est l'équivalent de ce qu'on peut mettre aujourd'hui manuellement. Ces vitres qui s'opacifient quand tu. Exactement, mais là c'est intégré. Au niveau des pixels, c'est assez malin et c'est piloté par du software. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut l'activer et le désactiver parce que malgré tout, ça enlève un peu de luminosité. Ouais. Donc on ne va pas avoir envie de le laisser tout le temps. Mais on peut aussi l'associer à telle ou telle application. Typiquement, ton application bancaire, eh bien, tu veux qu'elle s'ouvre systématiquement avec l'écran de confidentialité. C'est plutôt pas mal. Ils ont ça et puis ils ont rajouté tout un... Alors ils combinent Bixby, donc leur IA, ils combinent évidemment c'est de l'Android dans Gemini et Perplexity aussi qu'ils ont intégré à l'intérieur. Et alors il y a plein de petites fonctions qu'on va voir arriver peu à peu de plus en plus. Par exemple, on est en train de discuter tous les deux sur WhatsApp, François, et on se dit tiens, il serait temps qu'on se fasse un débrief de ce salon un soir au restaurant. L'IA va lire ce qu'on se dit sur WhatsApp et va nous dire tiens, François est libre jeudi soir, toi aussi. Est-ce que vous voulez que je vous fixe un rendez-vous, je me note dans votre agenda que vous devez vous voir au restaurant. Voilà, ce genre de choses. Bon, les résumés de mail, on est habitué. Ou alors on est en train de parler du CES de l'an passé, du Mobile World Congress de l'an passé, par WhatsApp, et il va me sortir, est-ce que tu veux envoyer à François les photos alors pas de nos vacances, mais justement de notre visite au CES, au Mobile World Congress 2025, pour se rappeler ce qu'on avait vu là-bas. Voilà, c'est plein de petites simplifications auxquelles on va s'habituer peu à peu. Ouais, c'est pas mal. Alors, évidemment, donc Samsung qui mise à fond sur l'IA. Ils sont juste derrière. Et puis, il y a un autre constructeur chinois qui veut vraiment faire son trou. Ici, c'est Xiaomi. Qui est un géant en Chine, qui est vraiment sur tous les fronts. Ils font des télés, ils font des électroménagers, de la voiture. Ils ont lancé 2 voitures. Exactement, une très belle voiture qui roule en Chine. Et la puis là, Sucette. La Sucette. Ouais, c'est ça. Et puis là, ils ont lancé un concept car avec Gran Turismo. Qui est incroyable, une voiture magnifique que je vous invite à regarder, qui est vraiment très très belle. Alors c'est du concept car, peut-être que ça sortira jamais. Puis si vous aimez pas la voiture, ça va pas trop vous intéresser. Mais en tous les cas, pour le plaisir des yeux, c'est plutôt réussi. Et surtout, Xiaomi, lui, prend, je trouve, un parti assez intéressant. C'est vraiment focus sur la photo. Ça fait des années qu'ils ont ce partenariat avec Leica. Au début, moi, je pensais que c'était vraiment un partenariat marketing. Je me paye le logo Leica sur mon téléphone et puis voilà. Mais en fait, non. Le patron de Leica est monté sur scène pour expliquer qu'il y avait des associations, enfin les ingénieurs Leica travaillaient avec les ingénieurs donc Xiaomi. Et là, ils ont sorti toute une gamme du Xiaomi 17 avec le Ultra qui a un appareil photo franchement bluffant. Je l'ai testé, je l'ai comparé avec mon 17 Pro Max. Je peux vous dire que le 17 Pro Max, il fait pas le malin. Ah ouais. Il y a un capteur de 200 mégapixels d'1 pouce qui fait des photos incroyables. Et surtout, tu parlais de l'IA. Il n'y a pas énormément d'IA mise en avant dans le quotidien de ce téléphone. Mais en revanche, alors évidemment, il y a Gemini, tout ça. Mais en revanche, l'IA, c'est pour le traitement de la photo. Et j'ai été bluffé parce que tu arrives à vraiment zoomer de manière assez importante sur les photos. Et tu as un traitement en temps réel qui se fait
avec un résultat bluffant. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Ils suivent le chemin de Google Pixel en fait. Ils suivent le chemin de Google Pixel avec, je pense, un module photo et une optique de meilleure qualité encore que Pixel. Donc voilà, ça bouge. L'optique, ça devient un point important et peut-être que, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup de ces lunettes connectées. Alors évidemment on a des Zeiss, on a des Essilor qui sont des grands noms de l'optique, mais Leica utilise aussi une certaine optique, donc on peut aussi peut-être voir d'autres développements aussi à terme avec Xiaomi. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que la sortie, donc on en a parlé dans Tech & Co la semaine dernière de la sortie du Samsung S26 et Plus et Ultra. On a très peu parlé de l'appareil photo. On était vraiment sur l'IA. Mais parce que l'appareil photo, c'est le même que celui de l'année d'avant. Mais tu vois, et là, le fait que très bien, hein, attention. Tu vois, chacun cherche à se différencier aujourd'hui davantage. Et donc, c'est bien voilà, que Xiaomi. Et puis, dernière chose qui est assez intéressante, c'est que Xiaomi a sorti avec Leica un téléphone qui est un Leicaphone. Donc, c'est l'inverse. C'est plus du Leica. C'est plus du Xiaomi by Leica, c'est l'inverse. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est pas une stratégie idiote parce que finalement, si on regarde le grand public, qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone? Ils communiquent WhatsApp, ils regardent quelques vidéos et on prend énormément de photos. Donc si on a des photos de meilleure qualité, encore de meilleure qualité pour alimenter ses propres réseaux, enfin voilà, c'est pas une stratégie idiote que de se concentrer vraiment sur cet aspect photo. Et c'est eux qui sortent une batterie pour l'iPhone. Pour l'iPhone. Une batterie à induction qui se colle avec le magnète et qui coûte $30 de moins cher que celle de l'iPhone 60. Et on l'a vu à la présentation, elle est très jolie. Ils l'ont sorti même en orange. Oui, la couleur de l'iPhone orange. Métal de l'iPhone. Mais c'est vrai qu'il y a toujours. En fait, Xiaomi aime bien comparer, se comparer souvent avec Apple. C'est assez étonnant quand même. Tiens, Qualcomm qui annonce pas mal de choses ici. On pourrait faire 2 émissions entières sur les annonces de Qualcomm. Il y a un truc qui m'a fait assez rigoler, c'est que Qualcomm est en passe de sortir une puce sur les téléphones, alors qui permet de se connecter par satellite, bien sûr, de pouvoir avoir de la connectivité partout. C'est là aussi, c'est l'un des messages de ce salon, c'est que même quand tu n'as pas de réseau, comment tu peux rester en communication? C'est assez intéressant. Et Qualcomm va plus loin en essayant de résoudre le problème de l'ascenseur. Ils arrivent, en fait, grâce à l'optimisation de leurs puces et des antennes, à toujours capter un réseau, même tu sais quand tu es dans les ascenseurs où en général ça coupe, ça fait cage de Faraday, etc. Et donc ils s'apprêtent à sortir une puce qui fonctionnerait aussi dans les ascenseurs. Je trouvais ça amusant. En fait, il faut être connecté. Je pense que ça doit capter des fréquences spécifiques, des choses comme ça qui te permettent de pouvoir communiquer. Mais il y a des émetteurs indoor aussi à certains endroits. Sans doute. Après, ils sont en train de travailler, tu sais, le Qualcomm, c'est ceux qui communiquent. Je pensais qu'on verrait plus de 6G partout. Alors là, on voit IA partout, mais je pensais qu'on verrait plus de 6G. On en parle, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu timide. On est encore d'ici à 2030, mais Qualcomm en parle. Et justement, eux, ce qu'ils disent, leur 6G sur laquelle ils travaillent, c'est pour justement pouvoir reconnaître l'environnement dans lequel on est. Typiquement, tu es dans ton ascenseur, elle voit que c'est un endroit fermé, elle va essayer de voir comment je peux rendre le réseau plus performant grâce à des sortes de jumeaux numériques, de savoir à peu près où on est, de nous cartographier un peu. Et voilà, pour eux, c'est comme ça qu'ils mettent en avant la 6G en disant c'est pas juste du débit plus rapide, c'est du débit plus intelligent aussi. Donc voilà, on va suivre ça, on ira les voir tout à l'heure. Jérôme, il y a un truc aussi qui nous plaît bien, c'est les lunettes connectées. Pour l'instant, alors pour tout vous dire, on enregistre ce Tech & Co. On est en fin de matinée. Le salon vient d'ouvrir. On n'a pas eu le temps de regarder tout. On vous donnera plus d'informations sans doute demain. Mais malgré tout, il y a un acteur ici qui, depuis des années, ne lâche pas l'affaire sur les lunettes connectées. C'est TCL. Absolument, et rappelle-toi, on avait essayé ensemble ici même la toute première version des lunettes TCL qui font de la traduction en temps réel. Ouais, il y a quoi? Il y a 3-4 ans, peut-être plus même. Exactement, c'était un peu poussif. Acrobatique. Hein. Eh bien, je les ai essayés, j'ai essayé la nouvelle version hier, ça n'a rien à voir. J'avais une jeune fille qui me parlait en chinois et j'avais le sous-titre exactement comme si je regardais un film en chinois. Ça marchait très bien, ça marchait très bien. Et ces lunettes TCL, en fait, c'est pas sous la marque TCL, hein, c'est sous la marque Rayneo, qui est une filiale, enfin c'est une société qui appartient à TCL, mais c'est vraiment brandé Rayneo. Et c'est pas exactement le même. Je pense qu'elles sont aussi intéressantes, par exemple, que les Ray-Ban Meta.
parce qu'elles font plein de choses. Elles ont ça, elles ont des applications, tu as des photos, tu peux prendre des photos, tu peux prendre des vidéos. Et donc tu as Il y a un assistant IA. un écran dans le verre. Et la différence, elle est au niveau de l'ergonomie intérieure, c'est-à-dire que les Ray-Ban Meta, c'est un petit écran sur l'œil droit. Ouais. Là, c'est sur les deux yeux. Donc vision stéréoscopique. Et en bas, en bas, et c'est évidemment pour que tu puisses continuer à vivre normalement, parce que c'est des lunettes avec lesquelles tu es censé aussi voir ce qui se passe autour. Donc l'écran, l'affichage est un peu vers le bas et il est plutôt réduit, sauf pour certaines scènes, des photos, etc. Et la partie autonomie, parce que moi j'ai vu des lunettes Rockid là, ou alors on a les lunettes classiques connectées, alors effectivement 2 écrans aussi, mais eux tu peux connecter directement ton petit câble avec ta batterie portable. Oui, enfin, ça ils le font tous. C'est quelque chose, parce que le grand souci de ces lunettes connectées, ça reste quand même l'autonomie. Ouais. En plus là elles sont assez compactes, donc je pense que l'autonomie ne doit pas être énorme. Et puis sinon ils ont un autre modèle mais qui est plus classique, parce que quand on dit lunettes connectées, ça recouvre plein de choses différentes. Bien sûr. Et TCL a une particularité, c'est cette paire de lunettes qui te permet de regarder des films. Exactement. Quand tu es dans les transports. Et ça c'est cool. Et ça coûte pas très cher, ça coûte $400. Hein. Exactement. $400. Et vous avez en fait un câble que vous branchez sur votre téléphone, et votre téléphone devient un petit peu le disque dur de tout ce que vous avez. Et si vous lancez Netflix, vous avez Netflix qui apparaît sur les 2 écrans. Et là cette année ils annoncent à Barcelone un petit appareil vendu à part qui permet d'autonomiser les lunettes par rapport au smartphone. Donc de se connecter à Chrome, je crois, quand tu as ton Chrome sur la télé. Oui. Et puis avec une carte mémoire pour embarquer des films, etc. Ok, d'accord. Donc tu n'es plus obligé de brancher ton téléphone en fait. Exactement. Voilà, ça c'est pas mal. Mais on ira jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des nouveautés. Dernière chose, tu le disais tout à l'heure, c'est Huawei qui est là hyper puissant parce que c'est vraiment... la toute puissance technologique chinoise, hors de Chine. Voilà, dans des télécoms ils sont hyper puissants, ils sont très très bons, et même s'ils ont été on va dire bâillonnés par les différentes réglementations américaines et européennes, ils sont ici en conquérant comme chaque année. Alors ils présentent beaucoup de choses télécom. Ce qu'il faut retenir, une des choses qu'il faut retenir, c'est qu'ils sortent une puce. Alors ça s'appelle Atlas 950 SuperPod. C'est une grappe de puce IA. C'est vraiment, alors ce sont des TPU, mais qui regroupés, ça vient concurrencer directement les Nvidia. Alors en performance pure, ils sont meilleurs que les Nvidia. Par contre, il y a ce gros souci, c'est la couche logicielle. On sait que Nvidia, c'est cette couche CUDA. Oui, eux, ils ont une couche qui s'appelle Cannes, et même DeepSeek, qui a testé les deux, dit c'est un peu en dessous quand même de CUDA. Donc là, il y a un retard à rattraper au niveau technologique. Tu l'as dit, c'est bien de remplir un stand ici. Maintenant, il faut aussi remplir des bons de commande. Et là, c'est vrai que les États-Unis, c'est niet. Nous, en Europe, il faut aller. Étant donné que c'est un salon international, il y a sans doute plein de pays qui vont être OK. Le très grand salon de tous les Moyen-Orientaux, la Saudi Telecom qui est à côté. Et voilà, c'est vrai, l'Afrique, où il y a pas mal de débouchés. En tout cas, voilà, ils viennent jouer dans ces plates-bandes, et Nvidia regarde ça du coin de l'œil. Pour l'instant, ils ont encore une avance avec leur CUDA, mais vu la vitesse à laquelle ils progressent, voilà, c'est à suivre en tout cas ce genre-là. Peut-être pas pour l'Europe, mais comme on l'a dit, voilà, pour la partie asiatique, pour la partie Afrique, la partie Moyen-Orient. Mais c'est dingue qu'ils arrivent, et tu le disais, à avoir plus de puissance aujourd'hui de calcul que Nvidia, alors que ils se battent pas sans doute à armes égales en termes de processeurs. Ils achètent des puces Ascend, des TPU Ascend, et au milieu c'est ça qui fait leur force. Ils ont ce qu'ils appellent le bus, le bus d'interconnexion. Et là c'est là vraiment où ils sont forts, où ça va à une vitesse. Enfin là ils sont vraiment beaucoup plus performants là que en brut que les puces Nvidia. Mais derrière après pour les applications c'est autre chose. Tu vas aller voir un peu le stand de Huawei. Ouais, et alors c'est marrant parce que j'ai déjà vu sur les réseaux ressortir quelque chose que moi j'avais découvert chez Huawei il y a 2 ans, je crois. C'est un câble hyper fin, de la fibre optique hyper fine, prête à être installée à la maison. Oui. Un truc collant, tu mets ça le long de tes plaintes, c'est invisible. Et ça te permet de continuer la fibre en fait. Voilà, exactement, et tu mets de la fibre dans ta grande propriété comme ça sans problème. Non mais c'est ça qui est amusant, c'est que
Ils sont à la fois sur des sujets hyper infra et puis après des ils trucs sont à tous les pratiques étages. comme ça pour avoir la fibre partout dans la maison. Mais même en termes de smartphone, sans casser des murs, quoi. En termes de smartphone, on n'en parle plus trop parce qu'ils ne sont pas commercialisés en Europe, etc. Il y a des problèmes avec Google, mais ils ont des super produits. Hein. Mais tu sais, même ce qu'ils ont fait avec leur OS Harmony, on aurait dû s'en inspirer nous aussi. Ouais, hein. Tu vois, ils ont, donc on rappelle, il y a iOS iPhone, Android évidemment pour l'autre gamme. Et quand ils avaient été bloqués, ils avaient développé leur propre OS qui est très développé maintenant en Asie. Et là, on se dit, flûte, nous en Europe, on aurait peut-être dû faire quelque chose. Ça viendra peut-être, c'est dans l'adversité que ces choses-là deviennent des nécessités. On en a des Graphene OS, on a des petits open source qui fonctionnent, mais bon, pour l'instant, on est quand même tellement scotché à nos Android. Il y a d'ailleurs un projet d'OS européen, mais on en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fred. Merci on à te toi. retrouve mardi soir pour Tech & Co Business. 22h30, ici même. Spécial Télécom. Et Jérôme, on te suit dans Monde Numérique, bien sûr. Voilà, abonnez-vous au podcast sur YouTube aussi. Plein de vidéos et de podcasts audio à découvrir. Vous restez avec nous. Ce Tech & Co, la quotidienne, depuis Barcelone, et le MWC ne fait que commencer. On revient juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Tech & Co, la quotidienne, toujours à Barcelone, aujourd'hui et demain, toujours sur le stand Orange. Et on va parler de cette bataille maintenant des télécoms qui se font dans l'espace, du côté des satellites, avec mon invité Guillaume Kempf qui est là. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Parlez bien dans le micro pour qu'on puisse vous entendre, c'est important. Merci. Vous êtes le directeur financier de Skylo. Oui. Skylo qui est un acteur qui n'est pas forcément hyper connu. Oui. Vous êtes américain. Oui. Vous êtes une société qui est spécialisée dans tout ce qui touche à l'espace et notamment aux satellites. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, à la base, c'est que nous nous rendons compte que le satellite fait partie maintenant intégrante du réseau. Rapprochez votre micro de la bouche, voilà, comme ça c'est parfait. Fait partie intégrante des réseaux et donc du coup on commence à réfléchir à l'intégration du satellite pour toute la partie télécom. Et ce que nous proposons à Skylo, c'est l'approche de l'espace standardisé, qui est une approche mondiale basée sur les standards pour permettre l'intégration et l'extension du réseau satellite, du réseau terrestre au réseau satellite pour les opérateurs. Donc vous avez vous-même vos propres satellites? On n'a pas nos propres satellites. Ce que nous faisons, c'est vraiment nous faisons la couche d'intégration entre les différents acteurs, que ce soit donc les opérateurs qui proposent l'offre à leurs abonnés, que ce soit les partenaires satellites qui proposent eux leurs satellites et leurs bandes passantes ou les fréquences, ainsi que les intégrations avec les différents appareils et couches techniques nécessaires à l'intégration du réseau. Et alors vous travaillez avec quel type d'opérateurs de satellites? Donc nous travaillons avec des satellites géostationnaires, donc qui sont basés à 36 000 km de la Terre. Et nous proposons pour l'instant des paquets plutôt taille réduite du coup pour que ça puisse transférer plus simplement avec une évolution des services et une évolution des partenariats à long terme. Alors, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu de la communication tout le temps, même quand on n'a pas de réseau, il est hyper important. On le voit. Apple avait lancé un petit peu cette aventure il y a quelques années avec l'iPhone 14 qui permet à partir de l'iPhone 14 de pouvoir envoyer des messages même quand on n'a pas de réseau. On voit que maintenant tout le monde s'intéresse à ce confort en fait. Oui, et en fait le confort il s'étend vraiment au-delà des zones blanches, c'est-à-dire qu'à la base c'était quand on n'a plus de couverture. Et là, ce qu'on va c'est ce que proposait Apple d'ailleurs au départ. Exactement. Est-ce que l'on tend vers donc ce que nous proposons aussi maintenant on a commencé avec Google Pixel, la suite pour Pixel, Pixel 10 ça maintenant, Samsung, Verizon, des partenaires comme Orange, mais qui s'étend maintenant au-delà de l'idée de non couverture à vraiment l'idée de perte de qualité de service. Et c'est vraiment vers là où on tend sur un système de continuité du service sans que vous vous rendiez compte qu'il y ait un changement de réseau, de la même façon qu'il y a un changement de réseau Wi-Fi ou cellulaire, qui n'est pas aussi un changement pour vous du réseau cellulaire au réseau satellitaire. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, moi je m'en fous finalement, je suis là, ça marche. Et si j'ai pas de réseau, automatiquement le satellite va prendre le relais. C'est ça. Et dès qu'il y a un réseau terrestre, c'est le réseau terrestre qui sera toujours la priorité, on est d'accord? Ce sera la priorité, c'est le plus haut débit, ça marche très bien pour la plupart des cas, et c'est le relais vraiment que la continuité. Mais ça veut dire que finalement, la promesse que vous apportez avec ça, c'est que si je suis en train de surfer sur Internet et que j'ai plus de réseau terrestre, je vais pouvoir continuer mon surf avec Skylo ou on n'a pas encore assez de débit?
Alors pour l'instant, on est encore sur l'évolution de cette feuille de route. On n'en est pas encore à ce niveau. C'est une question d'intégration qui va se faire dans les prochaines années, mais c'est aussi une question de passage à d'autres formats de satellitaire pour proposer du débit. Mais on ne sera pas sur du haut débit du type YouTube ou Netflix en streaming par contre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire en fait avec un téléphone? Oui, alors aujourd'hui à l'heure actuelle, on est capable de faire. Donc on va commencer par le SES qui est vraiment le cas d'usage vraiment le plus demandé au final et vraiment le plus nécessaire. Mais bien sûr. Et on va commencer par là. Le plus vital, cela dit. Le plus vital, je suis en rando, je suis Exactement. dans un endroit où il n'y a pas de réseau, il m'arrive quelque chose. Malgré tout, grâce à votre technologie et aux autres, parce que vous n'êtes pas les seuls à faire ça, je peux envoyer un SMS. Exactement, et donc ça c'est vraiment le cas d'usage et on le voit les résultats tous les jours. On a évolué vers le SMS, donc ça c'est ce que propose maintenant par exemple Orange par exemple, et a lancé il y a quelques mois. Et maintenant on s'étend, donc on a fait un test avec la voix, donc on est capable maintenant aussi de faire la voix via satellite géostationnaire. Donc c'est-à-dire un appel téléphonique? Un appel téléphonique, donc c'est l'évolution prochaine. Et ensuite, on va attendre vers plus de haut débit, plus de débit et plus d'applications. Sans forcément attendre encore à vouloir rivaliser avec le terrestre et le haut débit terrestre. On est sur une évolution avec les services essentiels qui seront couverts avec ce service. Alors parlez-nous justement de ce partenariat que vous avez scellé avec Orange. Oui. Qu'en est-il en fait? Donc nous avons commencé un partenariat en courant 2025 avec un lancement commercial qui s'est fait mi-décembre 2025. Et donc pour l'instant le service est proposé sur les téléphones Android, notamment Pixel, sur les montres connectées aussi. Donc on parle des téléphones, mais il y a aussi les montres et d'autres objets connectés aussi. Ça marche d'autres. Des devices qui sont cellulaires quoi. Qui sont cellulaires et qui proposent justement la connectivité, ce que nous certifions aussi. Donc nous travaillons avec les opérateurs comme Orange, mais aussi avec les constructeurs et les constructeurs de puces, pour que justement tout cela fonctionne bien. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité avec votre service. Il faut une compatibilité avec le service. Ça nécessite des téléphones particuliers avec des puces particulières et des antennes particulières? Il faut une évolution des puces notamment. Et ça, c'est une évolution finalement qui se fait en progression. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui se fait au cas particulier avec encore une fois des téléphones particuliers. L'idée c'est vraiment d'être grand public et que ce soit intégré aux appareils de tous les jours. Et l'évolution se passe encore une fois avec les fabricants de puces électroniques et au fur et à mesure qu'il y a un refresh des téléphones, l'évolution se fera à ce moment-là. Donc on peut dire qu'à terme, tous les téléphones seront compatibles avec cette technologie. On tend à ça. On tend vraiment à cette histoire de compatibilité et pour l'utilisateur de ne pas avoir à se soucier, est-ce que c'est cellulaire, est-ce que c'est satellitaire. On tend vraiment à ce standard et cette continuité de service. Donc encore une fois, on travaille avec les constructeurs, on travaille avec les opérateurs pour ce service. D'accord. Donc pour l'instant, avec Orange, quels téléphones sont compatibles ? Pour l'instant, c'est la série Pixel, Google Pixel. Donc les Google Pixel. Les Google Pixel. À partir de quel modèle ? À partir du 9 et 10. D'accord, donc là on en est au 10, je crois. Là on en est au 10 là. Voilà, c'est ça. Mais l'idée c'est quoi ? C'est que donc vous fournissez ce service à Orange, oui. Et donc Orange propose ce service à ses abonnés. Oui. C'est quoi ? C'est comme une option sur un abonnement ? Oui. Comment ça marche ? Alors, ce que Orange propose pour l'instant, mais après chaque opérateur, on voit, fait un peu comme il veut. Ouais. Nous, on travaille vraiment à proposer à Orange le service ou aux opérateurs le service. Et après, c'est à eux de monétiser de la façon pertinente qu'ils voient. À l'heure actuelle, ce que Orange propose, c'est 6 mois gratuits et ensuite ils feront une offre. Mais encore une fois, c'est à eux de poser leur commercialisation. Oui, c'est clair. Alors que Apple le propose gratuitement, en fait, ce service, encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont un peu différents. Des modèles différents. C'est clair. La concurrence est quand même assez forte dans ce domaine-là. Évidemment, on pense à Starlink, mais demain, ce sera Léo d'Amazon. Oui. On a aussi des projets européens de satellites. Vous pensez qu'il y aura assez de place pour tous ces acteurs pour la connectivité satellite sur les smartphones ? Oui, je pense qu'il faut comparer en fait l'histoire ou l'idée de connexion d'infrastructure satellite, la comparer un peu au réseau terrestre en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les investissements qui ont été faits, le bande passante qui se passe au niveau terrestre, fibre, etc., ou les antennes relais 5G, que cela aussi devra être reconstruit un peu dans l'espace. Et donc cette idée de redondance, cette idée de continuité, les opérateurs devront l'intégrer sûrement et penser à ça. Mais il y a là vraiment de la place pour plusieurs acteurs sur le marché. Nous pensons qu'il n'y a pas de souci à ce sujet. Le plus avancé aujourd'hui, c'est Starlink dans ce domaine ?
Alors nous sommes commercialement déjà donc, opérationnels avec plusieurs opérateurs, Oui. avec plus de 14 millions d'appareils déjà certifiés, déjà en activité Oui, ce qui est sur pas notre mal. réseau. Ouais. Donc on a déjà un niveau de commercialisation et d'utilisation. Starlink a son propre feuille de route et évolue sa feuille de route. Avec une autre stratégie, des satellites basse orbite qui permettent peut-être plus de débit, des choses comme ça, non? Des stratégies Aussi différentes. Encore une fois, c'est des stratégies qui tendent à proposer différents modèles économiques aussi. Nous, on est dans un système où justement on travaille vraiment en partenariat avec les opérateurs, à proposer un service aux opérateurs qui ensuite le proposent à leurs abonnés de façon différente comme ils le conçoivent. Et donc nous, on se positionne vraiment comme l'allié pour l'extension des opérateurs à ce niveau-là. Voilà, ça s'appelle Skylo. Merci beaucoup Guillaume. Merci bien François. Guillaume Kempf, directeur financier donc de Skylo. Et vous allez voir que petit à petit, eh bien, on aura cette possibilité de pouvoir envoyer des SMS où que l'on soit et sur n'importe quel téléphone. C'est ça qui est cool. Merci beaucoup. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, toujours Tech Co, la quotidienne depuis le Mobile World Congress de Barcelone, édition 2026 sur le stand Orange. Et j'accueille maintenant Bruno Zerbib. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Directeur exécutif en charge de l'innovation chez Orange. Merci tout d'abord de nous recevoir ici sur ce stand qui est impressionnant, avec évidemment énormément de sujets que vous mettez en avant. Hein. Vous êtes là pour présenter les nouveautés, mais aussi les tendances dans le monde des télécoms. Et ça, c'est passionnant. Il y a plein de tendances. Mais j'aimerais qu'on se focalise sur deux. Tout à l'heure, on parlera de la connectivité par satellite parce que c'est vraiment un sujet quand on est opérateur télécom qu'il faut prendre au sérieux, j'ai envie de dire. Mais pour débuter, c'est l'IA. Parce que l'IA, on en parle depuis... On en parlait déjà l'année dernière. Mais j'aimerais savoir comment en fait, un opérateur télécom et l'industrie des télécoms est en train d'être, on va dire, révolutionné ou pas d'ailleurs par l'intelligence artificielle. Alors c'est un sujet vaste. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, il y a deux aspects fondamentaux. C'est comment l'IA va nous changer, nous opérateurs, va changer notre façon même de repenser la relation client, d'automatiser nos réseaux, de travailler différemment. Et puis l'autre aspect, c'est quels sont les cas d'usage, comment nos utilisateurs, nos clients finalement, vont changer leur façon de travailler ou leur façon d'interagir avec de l'IA. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que l'IA va déformer nos réseaux, va évoluer d'une façon totalement surprenante ou pas? Et on voit évidemment, on anticipe des cas d'usage qui vont changer. Aujourd'hui, quand on pense à l'IA, ça reste une expérience qui est très centrée sur le texte, ChatGPT ou Gemini par exemple, Ouais. mais on sait que ça va évoluer. On sait qu'on va avoir une IA qui va devenir multimodale, on en parlait déjà il y a quelques mois, une IA qui va devenir beaucoup plus interactive, une IA qui va finalement analyser tout ce qui se passe. Ça peut être à la fois avec des lunettes augmentées. Donc c'est la vidéo, l'audio. C'est la vidéo, l'audio, c'est aussi des devices qui vont arriver. Donc aujourd'hui, on parle évidemment, on pense au mobile, au smartphone, mais on voit bien, on voit les annonces d'OpenAI avec Johnny Ives qui laissent préfigurer qu'ils vont sortir un smart speaker où on va avoir de plus en plus aussi une présence d'avatar, c'est-à-dire qu'on va vouloir humaniser l'intelligence artificielle, donc on va en fait parler à des êtres humains virtuels. Donc on sait que toutes ces choses-là vont arriver et vont en fait déplacer l'utilisation de l'IA vers quelque chose qui va devenir beaucoup plus, je dirais un anglicisme, human-like. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens, je vous avais reçu à Vivatech il y a quelques temps de cela, je crois que c'était en 2024, et vous me disiez, François, les réseaux 5G vont être super sollicités par l'IA, parce que ChatGPT, parce qu'on va parler avec la voix, on va prendre des photos, on va faire des vidéos qu'on va envoyer à ces modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez une différence en fait de la topologie d'utilisation des réseaux ou pas encore finalement, ou finalement c'est anecdotique? Alors c'est un sujet qu'on regarde de très près parce qu'évidemment, vous le savez, hein, pour nous avoir le meilleur réseau qui répond au cas d'usage d'aujourd'hui et de demain, c'est très très important pour tout opérateur, c'est important. Je dirais la chose suivante, on en a parlé il y a 2 ans. 2 ans plus tard, l'intelligence artificielle a évolué, est toujours très basée sur le texte. On voit de plus en plus d'utilisation autour de la voix. Donc il y a de plus en plus de personnes qui interagissent avec la voix en fait.
on a aujourd'hui très peu de cas d'usage qui est basé autour de la vidéo. Parce qu'on n'a pas encore les bons devices. Ouais. En fait, on n'a pas encore les bons cas d'usage. Il n'y a pas là encore la killer app peut-être Il aussi. n'y a pas encore la killer app, c'est encore un peu artificiel. Je pense qu'avec les lunettes connectées, on va en voir un peu plus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, on pense vraiment que ça sera entre un être humain et l'IA, mais il y a aussi les machines qui vont se connecter, qui utiliseront de l'IA. Donc il va y avoir beaucoup plus de trafic. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un trafic montant qui va augmenter beaucoup plus vite que dans le passé. Ça, on le sait, on se prépare. Quand on regarde un petit peu les architectures des réseaux télécoms aujourd'hui, c'est basé sur l'idée que 90% du trafic est descendant et seulement 10 à 20% du trafic est montant. Donc ça va sûrement changer dans les prochaines années. Oui, il y avait déjà la visio qui changeait un peu ce paradigme. Il y a de plus en plus de gens qui font des visios maintenant. Qui est beaucoup plus symétrique par définition. Oui, c'est clair. Tout à fait. L'IA donc, dans la gestion des réseaux, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'arrière-boutique d'Orange que nous on ne voit pas en tant que client, l'IA bouleverse un peu le quotidien d'un opérateur télécom ou pas? Absolument. En fait, l'IA va devenir le nouveau cœur de réseau. En fait, là, on est dans un monde où il va falloir être capable de dynamiquement donner à chacun de nos clients pour chacune de ces applications la bonne qualité de service au bon moment. Et au bon moment, ce n'est pas 1 heure ou 2 heures. On a beaucoup parlé du slicing, cette idée de donner en fait une forme de classe affaires à nos clients, de leur donner la possibilité d'avoir... Ce que permet le réseau 5G SA. Tout à fait, exactement, ça vient avec le réseau 5G SA. Mais ce qu'on comprend, est un peu différent. Ce qu'on comprend, c'est que la 5G SA, pour qu'elle marche vraiment bien et qu'on puisse donner aux gens la possibilité d'éviter de se retrouver bloqués sur le périphérique d'une certaine façon, c'est-à-dire dans un endroit qui est vraiment très engorgé en termes de trafic, on va devoir leur donner en temps réel la capacité de pouvoir avoir leurs conversations, leurs applications, être déplacées dynamiquement sur le réseau pour avoir la bonne qualité de service à la microseconde près. Et donc ça, c'est l'IA qui le fera? C'est l'IA parce qu'il va falloir une capacité d'orchestration, en fait, un cerveau ultra puissant qui en temps réel va pouvoir prendre ce genre de décision. On parle beaucoup de SAV, que demain on pourra parler à une IA parce qu'on a un problème, je sais pas moi, d'abonnement, de réseau, etc., etc. Avec le recul, ça fait un moment qu'on en parle. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'était plus bullshit? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Alors ça, pour le coup, ça arrive. Aujourd'hui, on est capable, avec une IA, d'aller largement au-delà des fameux bots, des chatbots qu'on a tous détestés depuis des années. Et on arrive à des choses absolument extraordinaires. On est capable aujourd'hui de comprendre l'historique d'une relation client, de comprendre quels sont les défis, les challenges, les problèmes, d'y répondre rapidement. Après, derrière, est-ce qu'à un moment donné, il y a encore besoin d'avoir certaines relations directement avec des êtres humains pour des cas plus précis? C'est absolument encore le cas. Et chez Orange, par exemple, nous, on pense que cette intelligence artificielle va aider nos conseillers dans les magasins à pouvoir plus rapidement, de façon encore plus efficace, à comprendre, à anticiper les besoins de nos clients. Oui, donc ça reste un outil pour l'humain qui va être meilleur en fait. C'est ça l'idée. C'est un outil, c'est un complément et sur certains cas d'usage, ça peut être une technologie assez autonome. Intéressant. Ouais. Puisqu'on parle de nouveaux devices, lunettes connectées, etc., etc. Ce truc-là qu'on a entre les mains depuis des années maintenant, qui évolue un petit peu chaque année, est-ce que ça va rester l'objet de communication? Est-ce que chez Orange, vous imaginez déjà le device de demain qui sera peut-être bourré d'IA, qui ne ressemblera peut-être pas à un téléphone? Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que déjà, le fait de basculer de la SIM à la eSIM, ça on n'y pense pas, mais ça permet très facilement en fait, de donner de la connectivité à plein de devices. En fait, n'importe quel device aujourd'hui, finalement, peut devenir un device connecté. Ouais. Pas simplement Wi-Fi, mais en 5G. La deuxième chose, c'est quand moi je pense à l'évolution des smartphones, je pense qu'elle a déjà eu lieu, puisqu'on a déjà des watches, on a des téléphones qui vont évoluer eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous regardez les nouvelles versions d'Android, vous regardez ce que c'est faire Gemini, l'idée c'est quoi? C'est de se rapprocher, je ne sais pas si vous êtes familier avec les vieux Star Trek, où ils ont tous leur communicateur et en leur disant voilà, ordinateur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une application. Si par exemple je veux aller sur Insta, évidemment là je vais avoir besoin d'une application parce qu'il y a une expérience qui est très forte. Je veux voir des vidéos, je veux voir ce qu'ont posté d'autres personnes. Mais si je veux commander un taxi, ou si je veux réserver un restaurant, ou si je veux scheduler un meeting,
Est-ce que j'ai besoin d'une application? Non, j'ai juste besoin... Ça ne va pas faire plaisir à Uber, ce que vous dites là. La question, c'est est-ce que Uber pourra continuer de monétiser son service transactionnel qui deviendra en fait un service en arrière-plan. C'est ça. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir ces services ne vont pas disparaître, mais ils vont bouger dans un arrière-plan. En fait, ils vont devenir moins visibles, mais ils resteront toujours nécessaires. C'est passionnant tout ça. C'est passionnant. Ça va arriver quand à votre avis? Il y a déjà des prémices de ce bouleversement? Alors techniquement, on sait le faire. En fait, si vous regardez les annonces d'Amazon par exemple sur Alexa, le nouvel Alexa, ils ont mis en place déjà un écosystème de services avec plusieurs centaines de services où vous pouvez directement interagir. Quand vous regardez ce que fait OpenAI, ils sont aussi en train d'annoncer ces écosystèmes. La question, c'est est-ce que les applications qui sont les plus en vogue aujourd'hui vont se laisser s'ouvrir? Est-ce que Expedia acceptera demain de ne plus être qu'un service d'arrière-plan et se laissera finalement désintermédiser par une IA? Ouais, ça, c'est pas sûr. Mais bon. Ça prendra du temps en tout cas. Ouais. Voilà. Alors, autre sujet intéressant ici, c'est la volonté de tous les opérateurs et d'Orange d'avoir une connectivité tout le temps, partout, même quand on n'a pas de réseau. Et la solution, c'est le satellite. C'est pas nouveau, mais on voit que ça devient un vrai sujet aujourd'hui. Alors évidemment, il y a Starlink, il y a la constellation Léo d'Amazon qui est en train de se préparer. Tout à l'heure, on recevait Skylo, qui est partenaire d'Orange justement pour l'envoi de SMS. C'est un gros sujet, ça, la connexion par satellite? C'est un sujet important parce que pour nous, déjà, il faut prendre un peu de recul. On a une très grosse partie de la population mondiale qui n'est pas connectée. On l'oublie parce que si on vit à Paris, par exemple, on ne se pose jamais la question de la connectivité. Rarement. Ici, même à Barcelone, dans des grandes villes. Voilà. Mais si on vit dans certains endroits, ça peut être évidemment... certaines régions de l'Afrique, par exemple, vous savez, on est opérateur dans 16 pays en Afrique, ou ça peut être même certaines parties en Europe ou clairement aux États-Unis. On n'a pas de connectivité systématiquement disponible. Donc il faut déjà adresser ce problème-là. Et évidemment, le fait d'avoir une couverture satellitaire permet fondamentalement, virtuellement à n'importe qui d'avoir une connectivité partout. Ça peut être aussi... en bateau, en train de se déplacer, ce qui est déjà le cas. Donc ça, c'est les avions, hein, les avions, on le voit, et évidemment, on est au courant. Voilà, Air France est passé sur Starlink. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc pour nous, en fait, c'est très important de dire à nos clients, si vous avez la connectivité, la meilleure connectivité restera la connectivité mobile. Ça, c'est les lois de la physique. Par contre, si vous êtes en déplacement et vous n'êtes pas sûr de l'avoir, ça devient un problème. Donc on veut être sûr de leur donner le meilleur complément possible à cette connectivité qui est la connectivité 5G, en leur donnant en fait un accès satellitaire. Et ce qui est aussi sûr, c'est qu'elle va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à la connectivité satellitaire, on pense au SMS, on pense que cela va évoluer. C'est-à-dire que d'ici les prochaines années, avec les déploiements des constellations qui vont devenir de plus en plus denses, avec les technologies qui évoluent, on va se retrouver pour les zones non urbaines, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas quand même trop denses, avec quelque chose qui va progressivement converger vers ce qu'on appelait en fait le début de la 4G. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une connectivité data, voice, vidéo qui ne sera pas au niveau de la 5G et surtout pas en zone urbaine puisqu'on aura toujours un problème de densité. Il y aura toujours les eaux terrestres. Et voilà. Et puis surtout en zone urbaine, il y a un problème de densité avec les satellites qu'on n'arrivera jamais à régler. Mais si vous êtes en déplacement dans un endroit où il y a peu de densité et il y a peu de couverture, vous serez capable de faire un coup de fil, passer un coup de fil, même un vidéo call en satellite. Mais est-ce que ce n'est pas une technologie qui échappe un peu aux opérateurs télécoms quand même? Parce qu'on voit que les acteurs aujourd'hui leaders, ce n'est pas des opérateurs télécoms. Starlink, c'est Elon Musk. C'est une bonne question. Amazon, Jeff Bezos. Enfin voilà, est-ce que les opérateurs télécoms n'ont pas raté le coche en fait de la connectivité par satellite? Alors je sais que vous avez un satellite, vous avez des satellites, etc. Mais ce sont d'autres technologies en fait. Alors, en termes d'investissement, aujourd'hui, ceux qui investissent sur les constellations satellitaires ne sont pas les opérateurs de télécommunications, ça c'est sûr. Mais ce que nous demandent nos clients nous demandent d'avoir une expérience qui est seamless, qui est continue. De pouvoir en fait commencer en 5G et puis d'avancer à un moment donné, on perd la couverture, de passer en couverture satellitaire, de revenir. Ils nous demandent aussi de rester sur le réseau Orange, c'est-à-dire d'avoir aussi la confiance dans l'opérateur, d'être sûr finalement qu'on n'est pas dans cette idée qu'on va passer notre temps à roamer comme si on allait dans un autre pays. Et donc cette continuité d'expérience, le fait d'avoir toujours un contrat, le fait d'avoir un seul interlocuteur, interlocuteur, le fait d'avoir en fait une application, par exemple je commence un call
Demain, j'aimerais pouvoir le continuer, que ça peut être un call sur WhatsApp ou en natif. Toutes ces choses-là, en fait, restent à notre main. C'est-à-dire qu'on a quand même cette responsabilité qui est unique d'avoir cette continuité d'expérience de bout en bout. D'accord. Et vous sous-traitez avec des technologies qui, pour certaines, ne vous appartiennent pas. Mais ça a toujours été le cas. Ouais, on a toujours travaillé avec un écosystème de vendeurs. Merci beaucoup, Bruno Merci Zerbib, directeur exécutif en charge de l'innovation chez Orange. Merci beaucoup. Merci. À noter que demain, nous recevrons l'un de vos camarades, Michael Trabia sera avec nous. On évoquera sans doute avec lui aussi la connectivité par satellite, parce que c'est l'un de ses sujets. Vous restez avec nous, petite pause. Tech & Co, la quotidienne, revient juste après ceci. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, dernière partie de ce Tech & Co, la quotidienne. Tout à l'heure, je recevrai Jean-François Fallacher, qui est le directeur général de Telsat. On va beaucoup parler de satellites encore, évidemment, dans ce Mobile World Congress. J'accueille maintenant Pierre-Alain Ouard. Bonsoir Pierre-Alain. Bonsoir François. Directeur marketing chez Honor France. Honor, constructeur de smartphones, fabricant de smartphones, qui petit à petit gagne des parts de marché. C'est ce que vous me disiez quand on préparait cette interview. Oui, tout à fait. Allez, vous êtes quoi là dans le top des constructeurs, vous en êtes où? Alors, on est à plus de 10% de parts de marché dans 17 pays au niveau mondial, ce qui est une belle performance parce qu'on n'a que 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on s'est relancé. Et en France, petit à petit, on grappille les parts de marché. Aujourd'hui, on est à 9,6% de parts de marché et notre plus gros bond, notre plus grosse évolution, ça va être chez les opérateurs. Puisqu'aujourd'hui, sur le mois de janvier, on était à presque 17% de parts de marché, ce qui nous place 3e. Avec cette volonté de faire connaître cette marque, c'est un travail de longue haleine, ça prend des années, non, pour forger une marque et que les personnes, les utilisateurs comprennent ce que vous êtes et ce que vous proposez. Exactement, et on voit que le travail accompli commence à porter ses effets. Les gens nous recommandent énormément, donc les acheteurs de Honor n'hésitent pas à recommander autour d'eux d'acheter des Honor parce que la qualité est au rendez-vous. Rappelons que Honor était un spin-off de Huawei à l'époque, avant évidemment le ban américain qui était en 2019, je crois, si mes souvenirs sont bons. Exactement, Voilà. Et depuis 2020, on est 100% indépendant. Voilà, vous êtes 100% indépendant. Exactement. Évidemment, avec tous les services Google, etc. Bien ce que n'a pas malheureusement Huawei. Alors, un gros MWC pour Honor avec pas mal de nouveautés, des choses assez originales. Parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre, bon, voilà, un smartphone avec quelques pixels en plus, un peu d'IA. Là, j'ai l'impression que ça sort un peu des sentiers battus, avec de nouveaux produits, notamment le Robophone. On en parlait tout à l'heure au début de cette émission, mais comme vous êtes le porte-parole de Honor, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que le Robophone? Alors, le Robophone, ça fait partie intégrante de notre Alpha Plan. Le Alpha Plan, le plan Alpha, c'était une promesse d'investissement qu'on a mené l'année dernière. Oui. De 10 milliards de dollars. Je m'en souviens, vous en aviez parlé d'ailleurs. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, on voit les premiers effets de cet Alpha Plan. Donc, il y a plusieurs piliers. Le Alpha Lab, qui est en fait un labo de recherche et développement. On a notamment une entité ici à Paris qui travaille sur la caméra, sur l'expérience utilisateur, sur le design. Et on a les Alpha Store, qui sont des magasins. On en a plus de 500 à travers le monde maintenant. Et on a aussi cet Alpha Phone, ce Robophone, qui a pour vocation à révolutionner l'usage du quotidien. Et c'est vrai que depuis l'iPhone, soyons honnêtes, les smartphones sont sensiblement les mêmes. C'est un rectangle noir. Et aujourd'hui, on propose une vraie innovation qui a la capacité d'avoir un gimbal, donc un stabilisateur qui vient sortir du téléphone pour pouvoir prendre des plans à 360 degrés. Et tout ça, bien évidemment, amélioré par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il a des capteurs traditionnels sur le dos. Ok, oui. Ça bouge pas. C'est-à-dire qu'on peut faire des photos, avoir les usages traditionnels du téléphone normalement. Oui. Et en revanche, si je veux avoir une expérience photographique et vidéo de meilleure qualité, là, ce petit appareil photo sort. Voilà, on dirait un peu Wall-E, c'est rigolo. Il a l'air assez sympa. Et il est motorisé. Donc en plus, il va suivre les sujets qu'il est en train de filmer ou de photographier, c'est ça? Exactement, donc avec l'intelligence artificielle, on peut venir loquer, verrouiller un visage et simplement tourner autour du téléphone et la caméra va nous suivre. Donc c'est génial pour les créateurs de contenu, mais il y a eu une vraie difficulté à la création de ce gimbal. On a dû créer nous-mêmes le plus petit moteur au monde, parce qu'il y a plusieurs moteurs, ça rotationne, ça tourne sur 4 axes pour pouvoir nous suivre.
Et donc, ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Pour Un les vrai utilisateurs. défi technologique que vous avez relevé en fait. Énorme, C'est énorme. Et on a réussi ce défi technologique de par le travail qui a été accompli sur les pliants. Donc on a sorti, comme vous le savez, le Honor Magic V2, V3, V5, le V6 qu'on Oui. a annoncé également hier. Qui est là d'ailleurs. Exactement. Voilà, regardez, si vous êtes avec nous à la télé, je vous le montre. Voilà, smartphone super fin, regardez ça, incroyable, qui se plie, bien sûr. Qui se plie, qui se déplie également, Voilà. c'est pratique. Voilà, comme ça, là il est plié. Et on arrive aujourd'hui, quand on voit on va dire les évolutions technologiques depuis ces dernières années, les progrès qui ont été faits en termes de finesse et de poids même, par rapport au précédent, c'est dingue. Tout à fait, une grande finesse, un poids léger, une très grande résistance. Et si on a réussi à atteindre cette finesse, c'est parce qu'on est pionnier et même leader sur une technologie qui est le silicium carbone, qui permet d'avoir une plus grande densité énergétique dans un plus petit format sur les batteries. Et d'ailleurs, je vous ai amené, vous avez la primeur, une batterie. Wow. Une batterie, et c'est plutôt incroyable. Alors, on s'est dirait- amusé à la on dirait coller une sur carte à jouer, c'est dingue. Exactement, on dirait une carte à jouer, mais on peut voir, je ne sais pas si on le voit à la caméra, oui tout à fait, la finesse de la batterie. Et grâce à cette batterie, on a réussi à mettre 6660 mAh dans le Honor Magic V6. Pas dans celle-ci. Pas dans celle-ci. Mais là-dedans, il y a une vraie batterie en Il y a fait. une vraie batterie, tout à fait. Ok. Celle-ci, c'est la batterie du futur smartphone qu'on va lancer. Donc là-dedans, il y a 32% de silicium carbone. C'est une valeur qui est extrêmement importante. C'est la plus haute valeur dans l'industrie smartphone. Et dans le Honor Magic V6, c'est 25% de silicium carbone. Ce qui nous permet d'avoir un format très fin. Ça veut dire que demain, on pourra avoir des batteries dans les smartphones. Alors aujourd'hui, c'est quoi ça? Il y a de la capacité là-dedans? Il y a de la capacité. Il y a de la capacité, tout à fait. D'accord. Mais ce qui est Ok. important, c'est la densité énergétique. Elle est énorme, énorme. C'est fou ça. Ouais. Donc on peut imaginer avoir de plus en plus de petits produits avec une autonomie améliorée par justement on va dire la finesse de la batterie. Exactement. Alors il y a deux écoles. Soit on va jouer sur la finesse du produit, comme par exemple sur le Oui. Honor Magic V6. Soit on augmente pour avoir plus de capacité en fait. Exactement. C'est Et ça. c'est vrai que Honor, de par les produits qu'on a lancés cette année et qu'on va lancer également cette année, ont des autonomies qui sont gigantesques. Pour revenir au Robophone, c'est quoi? C'est un prototype cet appareil-là ou est-ce que ça va sortir un jour? Ça va sortir. C'est un produit qui a pour vocation à être lancé. Est-ce qu'il sera lancé sur le marché international? Ça, on verra. Mais d'ici la fin de l'année 2026, on va lancer le Honor Robotphone. Tout à fait. D'accord, peut-être pas en France, mais en tous les cas en Chine sans doute. Tout à fait. Tout à fait. Mais on travaille activement pour essayer de le lancer ici en France également. D'accord. Parce qu'on voit que finalement aujourd'hui, pas mal d'acteurs de la tech imaginent un petit objet du quotidien qui prend des photos, des vidéos et qui nous fait un résumé de notre journée. Enfin voilà, on sait que, on en parlait tout à l'heure, OpenAI et Jonathan Ive, le designer, l'ex-designer d'Apple, travaille sur justement un petit objet qui nous suivrait. On peut imaginer aussi que ce Robophone puisse être notre assistant ou pas? C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a imaginé. Dans notre vision, dans la vision de Honor, l'intelligence artificielle n'a pas pour vocation à remplacer l'humain. Elle est là pour l'épauler, pour créer des synergies, pour l'aider au quotidien. Et comme on l'a imaginé, le Robophone, il va pouvoir nous aider, nous suivre au quotidien, en effet. Et ça peut être des choses très simples, comme par exemple, je vais essayer des vêtements devant le Robophone. Et le Robophone va, de par son algorithme et de son intelligence, nous dire si les couleurs matchent bien. Est-ce que c'est une bonne ceinture par rapport à la chemise? Des choses comme ça. Et là, donc, il est connecté à des LLM, on va dire. C'est quoi? C'est Gemini? C'est quel type de service d'intelligence artificielle? Aujourd'hui en Chine, on a notre propre service qui s'appelle YoYo. Ok. Mais pour l'Europe, bien évidemment, on travaille activement avec l'un de nos partenaires clés qui est Google et donc Gemini. Gemini. Dernière chose, vous avez présenté un robot ici. On ne vous attendait pas sur ce sujet-là. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un robot qui est pour faire l'animation sur les stands du MWC ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une stratégie? Bien évidemment, il y a une stratégie. C'est pas juste là pour faire le show, même si c'est impressionnant. Il peut faire des saltos, c'est Ouais, il incroyable. fait des saltos incroyables. Ouais, mais non, c'est une vraie vision plus ou moins long-termiste. Mais bien sûr, on va être un acteur de la robotique qui est aussi une découlante de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que demain, vous voulez rentrer dans les foyers, non pas par les smartphones, mais par des robots, par exemple. En fait, les ambitions de Honor vont au-delà, en fait, du téléphone portable? On est sur une vraie stratégie de diversification, alors que ce soit sur la robotique, mais également sur d'autres objets connectés.
pense par exemple aux montres connectées, sur les tablettes où on est extrêmement performant. On a lancé d'ailleurs hier le Magic Pad 4 qui est la tablette la plus fine au monde avec un écran absolument magnifique. Il faudra que vous l'essayiez. Toujours grâce à cette batterie de dernière génération. Exactement. 10 000 mAh, donc c'est une très grosse autonomie dans un format très fin, 4,8 mm, c'est vraiment très fin. Voilà, beaucoup de nouveautés donc chez Honor. Bon salon, Pierre-Alain, merci d'être passé sur le plateau de Tech & Co. Je vous le rends à contre-cœur, parce qu'en plus c'est un prototype, donc voilà, mais impressionnant de voir la finesse de ce type de produit. Pierre-Alain Houard, donc directeur marketing chez Honor France. Merci beaucoup. Merci François. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, ce Tech & Co, la quotidienne, toujours ici à Barcelone, à l'occasion de ce Mobile World Congress. Nous serons là demain, bien sûr, mais pour terminer cette première émission en ce lundi soir, on va reparler évidemment des télécoms et notamment des satellites avec mon invité, c'est Jean-François Fallacher. Bonsoir Jean-François. Bonsoir François. Alors Jean-François, vous êtes sur le stand Orange, vous êtes le directeur général de Telsat, mais vous êtes un peu ici à la maison puisque vous avez travaillé chez Orange et France Télécom pendant 33 ans. Et pas plus tard que l'année dernière, vous étiez le DG France en fait d'Orange, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'était l'un des mercatos du télécom, des télécoms de l'année 2025, c'est ça hein? Oui, donc ça fait chaud au cœur d'être de nouveau là parmi mes... Je les appelle mes collègues, même si c'est mes ex-collègues d'Orange. Donc j'ai revu beaucoup de monde et puis j'ai eu la chance chez Orange d'avoir une carrière internationale. J'étais le patron de la France avant de rejoindre Eutelsat, mais j'ai aussi été le patron de l'Espagne. On est à Barcelone, bien sûr. de la Pologne. Donc voilà, beaucoup de collègues d'Orange et d'ex-collègues d'Orange partout. C'est un grand plaisir. Voilà. Et alors, vous avez quitté le terrestre pour aller dans l'espace. Exactement, donc voilà, donc l'espace. Avec Eutelsat, dont vous êtes le directeur, Eutelsat, dont vous êtes le directeur général. Oui, alors Eutelsat, donc E comme Europe, voilà. C'est ça. On est. Je dis ça parce que demain on recevra le patron d'Intelsat. D'accord. C'est rigolo. Ouais. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, ouais, qui est une société américaine. Donc nous, Eutelsat, on est une société, un opérateur de satellites qui est présent dans les satellites depuis longtemps. Hein, donc on a un historique fort. Eutelsat, c'est 47 ans d'opération de satellites. Voilà. La télévision par satellite, enfin... La télévision par satellite. Les donc, Canal+, etc. Exactement. Alors, et ça, c'est pour la France, mais on opère encore de la vidéo dans beaucoup de pays d'Europe. Pas que d'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ça reste la moitié du business de Telsat. Donc, on fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Parce que la télé par satellite, c'est robuste, ça marche bien. Voilà. Alors, il est vrai qu'en Europe, en Amérique du Nord, c'est quand même un business qui est en déclin. La fibre est de plus en plus présente. Les jeunes générations utilisent plus le mobile pour regarder la télé. Donc ce business est en déclin, mais reste néanmoins très important. Et nous, on a la chance d'avoir un mix qui est plutôt favorable, puisqu'on a aussi beaucoup de clients, comme je disais, en Afrique, au Moyen-Orient. Et là, ça reste un business stable. Alors, donc au départ, Eutelsat, c'était une boîte de broadcast, de télé-broadcast par satellite. Exactement. C'est ça? Exactement. Voilà. Et donc là, petit à petit, vous pivotez. Alors même si, comme vous le disiez, votre marché de la télé par satellite reste important, mais il faut préparer l'avenir. Exactement. Alors le pivot, il a commencé au milieu des années 2000, puisque le management à l'époque avait anticipé que ce business de la vidéo serait stable ou à un moment en déclin, et avait commencé à investir dans des satellites géostationnaires pour faire de la connectivité. Donc ça, c'est le milieu des années 2000. On a des satellites, je vais nommer un qui est très connu, qui s'appelle KVHTS, qui est tout neuf, qui permet en fait de donner de l'accès à Internet en utilisant un satellite géostationnaire avec un peu le même dispositif. Hein. La parabole, la petite parabole, à la place d'avoir un décodeur télé, on a juste un routeur modem qui en fait donne accès à Internet. Au passage, à l'époque où j'étais chez Orange France, on a lancé une offre qui s'appelle le satellite Orange en France, qui utilise ce satellite-là. Donc c'est un petit kit, parabole, décodeur qui permet d'avoir accès à Internet. Qui permet de désenclaver en fait exactement. Les personnes qui n'ont pas 3G, 4G, 5G, pas de fibre, pas d'ADSL, d'avoir malgré tout une connexion Internet. C'est très rare, mais ça existe encore. Et ça en tout cas, si vous allez dans une boutique Orange, vous pourrez trouver le satellite Orange qui est avec un satellite KVHTS. Alors, le seul petit sujet, c'est que ces satellites-là, dits géostationnaires, ils sont sur des orbites très élevées, 36 000 km. Pourquoi? Parce qu'à cette orbite-là, les lois de la physique vont que le satellite va à la vitesse de la Terre. Donc quand vous le mettez au-dessus de la France, il reste
tout de suite toujours au-dessus de la France. Et il a une couverture immense. Et il a une couverture immense, mais qui reste quand même géographique. C'est-à-dire au-dessus de l'Europe, au-dessus du nord de l'Afrique. Ouais, voilà. Et le seul petit sujet, c'est que étant à 36 000 km, vous faites une requête sur Google, par exemple, bah, votre paquet IP, il va vers le satellite, il redescend, il va sur les serveurs Google, Google renvoie sa réponse, ça remonte vers le satellite, ça va. 4 fois 36 000 km à la vitesse de la lumière, ça fait 0,6 secondes. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait ce qu'on appelle une latence qui est assez importante. Ouais. Ça va très bien pour des usages classiques. Je fais du browsing, Ouais, je regarde des Netflix. vidéos YouTube, Netflix, parfait. Par contre, les gamers, ça marche pas. Et ça, ils oublient. Voilà. Et puis pour des usages plus professionnels, par exemple la télécommande de drone. Vous avez un drone avec une caméra et vous le pilotez à distance, Ouais. ça marche pas. Ben non, parce qu'on a trop de latence. Il faut de la latence très faible. Bien et sûr. cette latence Et la très voix, faible, ça marche pour la voix, la visio, des choses comme ça. ça marche pour la voix, la visio. Il n'y a pas trop de décalage. Non, ça va, c'est C'est acceptable. pas comme les C'est- duplex de BFM. Non, mais c'est vrai qu'on connaît bien. Et c'était ça le truc. Non, ça, Vous avez réglé ce souci? Ça fonctionne. Mais voilà. Donc, il y a 3 ans, Eutelsat rachète et fusionne avec OneWeb. Donc là, OneWeb, c'est une autre histoire, c'est une constellation. Donc plus un satellite, mais une constellation de 650 satellites, dite LEO. Bon, LEO, c'est un acronyme anglais, Low Earth Orbit, c'est-à-dire orbite basse. C'est des satellites qui volent à 1200 km d'orbite par rapport à 36 000. Hein. Donc là, la latence est très basse. Mais à ces orbites-là, ce sont des satellites qui tournent très vite. Et bien Donc sûr. nous, on a, pour vos téléspectateurs, il faut imaginer, on a 12 plans orbitaux, c'est-à-dire c'est des cercles qui passent par les pôles à 1200 km d'altitude. Sur ça, chaque cercle, vous avez une soixantaine de satellites. Ils font le tour de la planète en moins de 2 heures. Et donc on en a 12, un peu comme une orange, qui tourne en permanence autour de la planète. Et ce qui fait que quand vous êtes sur Terre, la Terre tourne autour de cette constellation, vous voyez toujours des satellites qui passent, enfin vous ne les voyez En pas, gros, mais il y a oui, des oui. satellites qui passent en permanence En au-dessus de gros, moi notre je suis tête. avec mon téléphone, je vais capter un satellite. Quelques minutes après, c'est plus lui que je vais capter, c'est un autre. Voilà. Je vais pas m'en rendre compte. Voilà, alors donc c'est pas avec des téléphones qu'on fait ça, mais c'est avec des antennes plates, donc qui font 70 cm par 40, qui en fait elles-mêmes suivent ces satellites et permettent en fait de faire du très haut débit. Donc il y a un moteur dedans. Comment Non, ça marche? alors il n'y a pas un moteur, ce sont ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé pour les acronymes, ce sont ce qu'on appelle des phased arrays, c'est des microcellules qui en les déphasant font un faisceau. D'accord. C'est exactement la même technologie que les radars, François. Donc l'antenne ne bouge pas. Non, l'antenne C'est ne à bouge pas. l'intérieur la Mais à technologie qui l'intérieur de va l'antenne, il y a suivre un les ondes. faisceau qui suit le satellite. Incroyable. Voilà, donc c'est une C'est technologie. le concept de Starlink aussi. C'est le même concept. C'est le même concept. Bon, chacun a sa technologie propriétaire. Contrairement au monde des télécoms classiques, on n'est pas interopérable, on n'a pas d'interfonctionnement, mais la technologie est la même. Et ce qui permet finalement de rendre des services de très haut débit, plusieurs centaines de mégabits par seconde, latence faible, donc nous entre 50 et 70 millisecondes. Et là, donc là tous ça les ouvre usages. tous les usages. Tous les usages sont possibles. Pas pour le gamer hyper pointu qui préfère à la fibre. Toujours, On est mais d'accord. par contre pour beaucoup d'usages, et vous avez beaucoup d'endroits sur la planète où il n'y a pas de connectivité. Alors, commencer par les océans. Bien Donc sûr. là on sert des bateaux, des avions, que ce soit des avions privés, publics, des compagnies aériennes par exemple, et beaucoup d'usages où encore vous avez des zones blanches. Alors en France on a, comme on le sait, 14%, je suis encore du chiffre, des foyers connectables à la fibre, mais vous avez beaucoup de géographie dans laquelle non. Et alors la beauté de ces constellations, François, c'est qu'elles volent au-dessus de l'intégralité de la planète. C'est-à-dire qu'on est capable de fournir des services partout dans le monde. Alors, Même au niveau des pôles. Bien sûr, et on a 180 pays, alors après il faut des autorisations, on a 180 pays OneWeb, Eutelsat, dans lesquels on vend de la connectivité. 180 pays dans le monde où on est ouvert et on peut... Et on arrive vendre à avoir ces quel services. débit en fait là? Alors, plusieurs centaines de mégabits par seconde, ça va de 100 mégabits par seconde jusqu'à 200-300 mégabits par seconde, alors en fonction de la taille et de la qualité de l'antenne. Ok, d'accord. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que vous faites. Exact. Et un business croissant. Voilà, alors ce business-là, aujourd'hui, représente à peu près 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le dernier semestre, on vient de publier nos résultats il y a 15 jours, on a publié 110 millions en un semestre d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 60%. Voilà, on va passer la barre des 200 millions dans l'année fiscale qui est la nôtre, et en forte croissance de 60%. Il y a une demande très très forte. Voilà. Mais alors, qui s'abonne à OneWeb? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend parler que de Starlink. Qui fait une pub incroyable pour tous les particuliers qui sont à la campagne ou à la montagne, etc. Mais
peu de OneWeb et de Eutelsat? Alors, on a fait le choix, nous, de vendre à des entreprises, à des grandes entreprises, à des gouvernements. C'est comme ça que la constellation a été bâtie, est architecturée. Et on a fait le choix de vendre à travers des distributeurs. C'est-à-dire qu'on ne vend pas nous-mêmes en direct, on vend à travers des distributeurs, soit généralistes, soit spécialisés. Orange, par exemple, est un distributeur. Donc Orange, les entités... Mais pour les entreprises, c'est Orange Business. Pour les entreprises, voilà. Moi, Alors, je suis François Sorel, j'ai envie d'avoir un abonnement OneWeb. C'est pas possible aujourd'hui. On ne vend pas aux particuliers, D'accord. en fait. Bon, pourquoi Mais pour quelle raison? Alors, pour quelle raison on ne vend pas aux particuliers? Parce que la constellation a été faite au départ pour les entreprises avec des caractéristiques entreprises. On sait vendre des VPN, on sait vendre de la garantie de service. Donc voilà, on a ce positionnement qui est un positionnement entreprise. Comme les opérateurs de télécom ont des offres différentes pour les entreprises ou pour les particuliers, bah nous on a ce positionnement entreprise. C'est un choix, c'est un marché qui est important au niveau mondial. Bien sûr. C'est un marché qui pèse 2 milliards d'euros actuellement et qui va peser 11 milliards d'euros en 2039 avec une croissance très forte. Donc on veut vraiment rester et se focaliser là-dessus. Et là, on a Starlink en concurrence, effectivement, François. C'est peut-être la raison pour laquelle on est hélas moins connu. Donc merci de me donner l'opportunité de parler de Eutelsat OneWeb aujourd'hui. Starlink et bientôt Amazon avec Léo. Alors Amazon va arriver, effectivement, donc c'est en cours. Enfin, on a vu qu'une Ariane a récemment, une Ariane 64 avec a succès, lancé une grappe d'Amazon. Voilà, donc on les attend de pied ferme. Il y aura une troisième constellation. Le positionnement que nous on va avoir est un positionnement souverain européen, puisque nous sommes une entreprise à capitaux européens et indiens. On a le groupe Bharti Airtel qui est aussi à notre capitale. Donc on a, dans le contexte géopolitique actuel, je veux dire, ce vent qui nous aide et qui nous porte dans nos voiles, qui est aussi le fait qu'on soit européen, souverain. On est la seule alternative à Starlink aujourd'hui américain. Bon, ça vous a pas échappé que il y a eu des menaces à une époque de couper le service en Ukraine. Bien et sûr. ça, je dois dire que ça nous a quand même aidé, hein, parce que ce concept de souveraineté qui peut être un peu théorique, Oui. Mais quand il est arrive, devenu tout de suite voilà. très concret quand il Exactement, arrive. Voilà, exactement. on a vu ça pendant le Covid. Hein. Ouais, Souvenez-vous, ouais, quand, bien le COVID, sûr. quand on a eu du mal à trouver des masques, on s'est dit, ah, ils sont fabriqués où? On a commencé à réfléchir. D'autant que Starlink est représenté par une personnalité, Elon Musk, qui est quand même assez clivante, on va dire. Qui est Voilà, une personnalité pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect. Non, mais parce qu'il a fait génial des choses inventeur, mais extraordinaires, qui inventeur. parfois a des, Bon. on va dire, des réactions étonnantes. Donc on se dit, finalement, l'importance de la connectivité, on peut peut-être pas, nous, Européens, la confier à Starlink. Voilà, exact. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Nos actionnaires nous ont recapitalisé. Donc on a racheté 440 satellites qu'on va lancer pour pouvoir justement... Alors ça sert à quoi tous ces satellites en plus? Ça sert à assurer la continuité opérationnelle de la constellation parce que François, ces satellites sont un peu plus petits que des satellites géostationnaires. Un satellite géostationnaire, ça fait la taille d'un autobus renversé. Un satellite OneWeb, c'est comme un gros réfrigérateur, donc c'est plus petit, ça a une durée de vie moindre, ça ne dure pas 15-20 ans. Donc en fait, il faut du spare, quoi. Il faut du spare, voilà. Il faut en permanence que cette constellation elle soit renforcée. Donc c'est ce qu'on a fait. On a passé un bon de commande important chez Airbus qui construit ces satellites pour nous. On va les lancer à partir de la fin de l'année, en 2027 aussi, en 2028, pour assurer la continuité opérationnelle, le renfort de cette constellation jusqu'en 2030-2031. Moment auquel on ira sur une génération 2, on travaille sur un projet avec l'Europe qui s'appelle Iris Carré qui vise à bâtir cette génération. Et qui sera 2. toujours un projet non grand public, d'après ce que j'ai compris. Ça sera toujours Iris un Carré. projet non grand public. Mais est-ce que c'est pas un problème ça finalement? On se dit, bah tiens, voilà, on parle de souveraineté, on se dit que bah, finalement si on veut avoir une espèce d'autonomie en termes de connectivité par satellite, c'est bien pour les entreprises, mais ça serait bien aussi pour tous les Européens finalement. Il n'y a pas de stratégie à avoir là-dessus? Alors écoutez, la stratégie, elle pourrait être là, mais on a déjà, on vient de lever des fonds très importants. On a levé 1,5 milliard. Ça nécessiterait des grâce à nos investissements actionnaires. beaucoup plus importants. Voilà, ça Le fait nécessiterait d'attaquer, des en fait, investissements beaucoup plus importants, c'est la réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on se concentre sur vraiment conserver non seulement cette constellation opérationnelle, mais sur l'avenir,
parce qu'il faut le travailler maintenant. C'est une des particularités du spatial aussi. Il faut préparer assez en amont la génération future, la Gen 2. Donc c'est maintenant en 2026 qu'on la prépare pour 2030. Voilà. Et c'est quoi la génération 2 finalement? Qu'est-ce qu'elle va La apporter? génération 2, c'est des satellites plus puissants, voilà, qui vont être capables pour les clients finaux de délivrer des antennes avec une vitesse plus importante en mégabits par seconde, une latence probablement encore meilleure, et puis des antennes plus diversifiées. On nous demande des antennes plus petites. Et on nous demande des antennes, bien sûr, comme vous pouvez en douter, moins chères. Donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille pour cette génération. Et ça, Jean-François? Alors, parce ça, on le voit aujourd'hui, Starlink se lance là-dessus. Bon, il y a d'autres acteurs plus, on va dire, plus modestes, comme Skylo, par exemple, aussi, qui vient de passer un accord avec Orange. Est-ce que demain, les services de Telsat arriveront sur le téléphone, ou finalement, c'est pas votre stratégie? c'est une des premières questions que j'ai arrivées venant d'Orange, première question que j'ai posée aux équipes de Telsat. Où en êtes-vous sur ce qu'on appelle le direct to device? Bon, force est de constater que notre constellation aujourd'hui est faite et bâtie pour donner des services broadband très haut débit avec ces antennes plates. Notre constellation actuelle n'a pas la capacité de gérer du direct to device. D'ailleurs, au passage, parenthèse, chez Starlink, c'est une autre constellation séparée. Tout à fait. Hasard complet, c'est aussi une constellation de 650 satellites. Mais bon, on a des projets dans nos cartons aujourd'hui, François. On a des discussions. Il faudrait vraiment qu'on lève beaucoup d'argent là aussi. Donc je ne dis pas. C'est votre job aussi. Bien sûr que c'est notre job aussi. De convaincre de nouveaux investisseurs. Voilà, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais aujourd'hui vraiment, on se focalise sur notre core business. Il y a un marché très important. On a une concurrence, vous le voyez, qui est quand même très très importante. Et bien sûr, des géants face à nous. Et puis des capitaux quasiment illimités en plus. Donc on a décidé pour l'instant de faire le choix de se concentrer sur ce qu'on fait déjà, ce qu'on sait faire, et pour avoir une constellation européenne dans le futur. Mais est-ce que c'est pas la souveraineté et le contexte géopolitique qui va peut-être vous donner des ailes, malheureusement? Heureusement. Je dirais malheureusement dans le contexte. Bien sûr. Dans le contexte mondial, mais c'est vrai que. Et c'est vrai que les événements des derniers jours ne font qu'amplifier ce phénomène-là. Bien sûr. Et nous donner finalement plus de vent dans nos voiles. Passionnant tout ça. Absolument passionnant. Et alors vous êtes ici pour essayer de trouver de nouveaux clients Alors ici, on a beaucoup de partenaires, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a deux types de partenaires. On a des partenaires spécialisés qui nous aident à vendre nos services dans des domaines particuliers comme le maritime. On va avoir des sociétés comme Marlink, Speedcast, pour en sauter quelques-unes, qui sont des spécialistes d'installation de systèmes sur les bateaux. On a des partenaires spécialisés pour les compagnies aériennes qui vont nous aider à installer des antennes. Et puis on a des partenaires plus généralistes. Les grands opérateurs sont des partenaires. Orange en est un, Telstra par exemple, avec qui j'étais ce matin en Australie, en est un. Mais alors ils se servent de vous comment? C'est-à-dire que par exemple, ils ont un endroit où ils n'ont pas de fibre, ils n'ont pas de 5G, etc. Ils se connectent à votre satellite pour proposer une couverture 4G, 5G, c'est ça? Alors ces partenaires déjà, il faut bien comprendre qu'on a un backbone mondial fibre, parce que nos satellites, là, les antennes dont on parlait tout à l'heure, clients, il faut que le satellite soit raccordé au réseau au meilleur réseau télécom. possible. Donc on a 41 champs d'antennes sur la planète, c'est des champs de 8 à 12 antennes qui permettent d'avoir ces satellites qui parlent avec notre backbone mondial. Ces opérateurs-là, ces partenaires sont interconnectés avec des équipements télécoms chez nous. Et eux, ils peuvent rendre des services de VPN. Alors les clients finaux, c'est des grandes entreprises. C'est beaucoup de gens qui cherchent du backup, par exemple, eux-mêmes pour leur station mobile. Telstra, par exemple, en Australie, vous avez beaucoup d'endroits où il n'y a pas de télécom, et donc ils utilisent nos antennes pour connecter les BTS mobiles, par exemple. Mais aussi pour les clients B2B, pour les gouvernements, beaucoup d'appétit aussi des armées actuellement. Bien sûr. Vous avez vu qu'on a signé un contrat très important avec le ministère de la Défense, ou pas, d'1 milliard d'euros sur 10 ans, parce que, et ça c'est terrible, mais le conflit ukrainien montre qu'en fait l'usage par les militaires d'outils civils est réel, et donc il y a aussi un changement entre guillemets de doctrine d'un certain nombre de ministères de la Défense qui regardent de très près des outils commerciaux à des usages militaires, pour des usages militaires, parce que en fait c'est moins cher. Voilà. Et ça donne des services, ça rend des services, et vous savez que les communications sur le champ de bataille c'est absolument critique. Voilà, évidemment. Donc voilà, beaucoup d'appétit, et on passe aussi par ces opérateurs là pour revendre nos services.
Merci beaucoup Jean-François Fallacher. Merci beaucoup. Voilà, Bonsoir. maintenant on est vraiment up-to-date concernant Eutelsat grâce à vous. Bon vent chez Eutelsat. Merci beaucoup. Et pour terminer ce Tech Co, petit point sur Eutelsat. Évidemment, toujours un vrai plaisir que de vous accompagner chaque soir. On sera là demain, mardi, dès 19h30, radio-télé, pour ce deuxième jour ici au Mobile World Congress. Les replays, les podcasts qui vous attendent. À demain, avec plaisir. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.